Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Nous sommes le mercredi 15 juillet. Voici les titres de l'actualité locale. Les vacances d'été battent le plein. Pour partir dans ce contexte lié au coronavirus, les franciliens privilégient des solutions plus locales, et notamment celle de passer des séjours dans les campings du département. Reportage à Rambouillet. Elle est depuis avril à la tête du site Renault de Guyancourt. Hélène Tavia a pris la direction du Technocentre et de tous les établissements d'ingénierie de la marque aux losanges dans la région. Et bilan de ses premiers mois en fonction au micro de TV78. Et puis nous vous emmènerons à Croissy-sur-Seine à la fin de cette édition. Les enfants étaient initiés aux arts du cirque au château Chanorier, un stage initié par Alexandra Bouglione. Mais avant de développer ces titres, l'hommage de la patrouille de France rendu au personnel du monde hospitalier qui a été très engagé lors de la crise sanitaire. Les avions de la PAF ont survolé aujourd'hui l'hôpital André Mignot du Chénéraud-Cancourt, établissement particulièrement impliqué dans les Yvelines. Les fumées colorées ont même été libérées. Les soignants ont assisté à la scène très brève depuis le toit du centre hospitalier. La patrouille de France va poursuivre son tour des hôpitaux dans la région, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est et en PACA. Et dans l'actualité de la politique aussi, on l'a appris à la mi-journée, Philippe Bennassaya et Othman Nasrou partiront rassemblés pour l'élection législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. Scrutin prévu à l'automne est rendu nécessaire, pour rappel, après la démission de la députée Nadia Hay, devenue ministre déléguée à la ville. Le maire de Bois d'Arcy et le premier vice-président de la région Île-de-France avaient fait part de leur intention respective de se porter candidat. Ils sont finalement parvenus à un accord pour garantir l'unité de la droite yvelinoise. Philippe Bennassaya sera titulaire, Othman Nasrou son suppléant. La commission nationale d'investiture du Parti Les Républicains se prononcera, elle, le 22 juillet prochain. L'UDI pourrait également apporter son soutien. Les vacanciers ont pu profiter d'un long week-end avec cette fête nationale du 14 juillet. Certains ont opté pour un séjour nature dans ce camping de Rambouillet qui a rouvert ses portes le 18 juin. Cette année, le public est essentiellement francilien et pour l'accueillir, le site respecte un protocole sanitaire strict, notamment au niveau de la piscine naturelle. Reportage de Mathilde Demilly et Hugo Kitson. La route pour arriver jusqu'à ce camping situé au cœur de la forêt de Rambouillet n'a pas été longue. La plupart des vacanciers viennent d'Île-de-France et ont choisi les Yvelines pour se dépayser. C'est un peu un hasard. Je suis ici avec 5 enfants, mais qui sont pas tout est bien. Et ces enfants devaient aller à une colonie de vacances au bord de la mer, qui a été annulée à cause du Covid. On voulait faire des vacances en départ à pied. Donc en fait là on a une semaine de vacances départ de Gif, on voulait aller jusqu'à Rambouillet et on revient à Gif donc avec des étapes dans des gîtes, au camping. Sur ce site, 150 emplacements sont à disposition pour recevoir des camping-cars ou des voyageurs en tente et 75 hébergements atypiques sont proposés aux vacanciers. Pour le moment, depuis qu'on a réouvert donc le 18 juin, on rencontre un public essentiellement francilien. Ils sont venus en masse dès l'ouverture et là, depuis une semaine, on revoit un peu une population étrangère en recrudescence. Pour ce couple d'Australiens, l'arrêt dans la forêt de Rambouillet était primordial pour profiter de la nature pendant leur voyage en France. C'est magnifique ici. Toute la forêt, c'est vraiment sympa et on a emprunté beaucoup de sentiers pour le vélo. C'était très beau et bien entretenu. C'était agréable de sortir de la route et d'aller en forêt. Pour accueillir à nouveau les vacanciers, le camping a dû se plier à des règles sanitaires strictes, surtout pour leur piscine naturelle qui n'est pas traitée au chlore. Avec les protocoles d'hygiène aussi inhérents, c'est-à-dire le gel hydroalcoolique avant d'entrer dans l'espace piscine, une petite fermeture le midi pour pouvoir désinfecter la plage, puisqu'une piscine naturelle ne se nettoie pas de manière identique à une piscine chlorée. Pour ce camping qui n'est pas encore complet, les réservations arrivent au compte-gouttes. Avec la crise sanitaire, les Français se destinent à partir près de chez eux, de quoi découvrir ou redécouvrir le département des Yvelines. Elles ont été reportées de 3 semaines. Les soldes d'été ont démarré aujourd'hui, c'est jusqu'au 11 août. L'occasion pour les commerçants d'écouler leur stock après une saison particulièrement difficile. Selon l'INSEE, le volume des ventes a même baissé de 45% dans le commerce de détail non alimentaire entre avril 2019 et avril 2020. Pour endiguer ce phénomène, beaucoup de boutiques n'ont pas attendu les soldes cette année et ont proposé très vite des ventes privées et des promotions dès l'annonce du déconfinement. Elle a pris officiellement ses
fonction le 1er avril dernier. Hélène Tavier est la nouvelle directrice des établissements d'ingénierie du groupe Renault en Ile-de-France. Une fonction qui la place de fait à la tête du technocentre à Guyancourt. Et gestion de la crise sanitaire, rénovation du site ou encore regard sur les défis actuels de l'automobile. Nicolas Dandry a pu l'interroger, Mickaël Elmidoro aux moyens techniques. Hélène Tavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice des établissements du groupe Renault en Ile-de-France. Merci de nous recevoir ici au Technocentre de Guyancourt. Le premier site de recherche et développement automobile en Europe dont vous avez de fait la direction. Vous êtes en poste depuis le 1er avril 2020. Pourquoi avez-vous accepté cette fonction ? Alors effectivement, je suis directrice d'établissement d'Île-de-France de Renault qui compte en fait 16 000 collaborateurs. C'est une grande responsabilité. Et patron d'établissement, c'est aussi partager la vision de l'entreprise, l'accompagner notamment par le dialogue social. Et c'est vraiment permettre à tous les collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Ici, il y a 11 000 salariés. Quelle orientation vous souhaitez donner à votre direction ? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est finalement le rôle d'un patron d'établissement ? C'est à la fois de garantir, je dirais, la conformité réglementaire, d'assurer la protection des données, d'assurer la sécurité des collaborateurs. C'est aussi de donner les meilleures conditions de travail possibles à nos salariés. Par exemple, dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19, c'est ce qu'on a fait. J'ai mis en place tout le protocole sanitaire. Et puis, c'est également être ambassadeur de l'entreprise et travailler à l'extérieur avec les acteurs sociaux, économiques qui nous entourent. Et enfin, c'est aussi gérer les crises. Comme je disais, la plus récente étant celle du Covid-19. Quelle orientation vous avez donnée justement par rapport à la gestion de cette crise ? Vous avez des exemples à nous donner ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un protocole qui a été établi dans l'entreprise pour tout le groupe. Et nous, on l'a adapté en fait au Technocentre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu préserver la sécurité. Donc, on a demandé par exemple le port obligatoire du masque chirurgical sur site. On a également mis en conformité tous nos systèmes de climatisation, la distanciation sociale. On a réorganisé totalement la restauration pour à la fois permettre aux gens de se restaurer, mais également de respecter le protocole sanitaire. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a optimisé l'utilisation du télétravail. Donc en fait, on organise des retours sur site, mais par rotation, de manière à avoir toujours maximum 30% des collaborateurs sur site qui puissent travailler, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire non plus bien en télétravail, mais en même temps qu'on les protège, parce que c'est la santé qui nous préoccupe au premier plan. Ici, l'activité, c'est autour de l'innovation dans le secteur automobile. Les défis du monde de demain, c'est le véhicule autonome, le véhicule électrique. On voit derrière nous le véhicule électrique du groupe Renault, la Zoé. Quel regard vous portez sur ces deux sujets qui sont les principaux sujets de préoccupation ici au Technocentre Renault de Guyancourt ? Alors effectivement, on est dans l'industrie automobile confronté à une vraie rupture, à une transition écologique également, et donc on a besoin de nous adapter. Et c'est ici finalement qu'on va concevoir les véhicules qui vont nous permettre de respecter ces défis demain. Renault a été précurseur sur le véhicule électrique, donc effectivement vous parliez de Zoé, qui fait beaucoup de ventes en France et en Europe. Et donc pour nous c'est vraiment clé de continuer sur cette lancée. Après mon rôle, moi je ne suis pas ingénieur, donc mon rôle c'est le rôle de patron d'établissement, et c'est vraiment de permettre que nos ingénieurs développent ici au Technocentre ce qui nous permettra de faire face aux défis de demain. Qu'est-ce qui se passe ici au Technocentre autour de ces deux défis-là ? On conçoit finalement les moteurs qui vont nous permettre, donc les moteurs électriques, les batteries, la gestion de la batterie. On a également, donc ici c'est peu connu, mais un atelier de prototypage. Donc en fait on a une mini-usine ici au Technocentre qui nous permet de préparer en fait les prototypes véhicules. On a également toute la recherche amont, notamment vous parliez du véhicule autonome, du véhicule connecté. Et c'est ce qui nous permet d'ensuite développer les véhicules dans le monde entier par rapport à cette activité haute valeur ajoutée qu'on veut maintenir en France. Un dossier dont vous avez dû vous saisir aussi depuis votre prise de fonction, c'est le programme de rénovation du Technocentre, le programme ETCR, à la fois sur le bâtiment existant, mais aussi la construction d'un nouveau bâtiment. Comment vous vous êtes saisi de ce dossier-là ? Alors, on a évidemment repris ce programme dans le cadre de nos contraintes financières, qui ont été évidemment aggravées par la crise Covid-19. Donc, en fait, l'importance en fait, de ce programme, c'est la modernisation
de nos installations, mais également la qualité de vie au travail et les espaces bureaux, et une orientation vers plus de collaboratif également, hein, vraiment pour être à la page en fait en termes d'implantation. Donc on est en train de revoir ce programme pour permettre son financement, revoir le schéma directeur, en tenant compte également de ce qui s'est passé finalement, d'une plus grande utilisation du télétravail sans doute dans le futur, qui va nous amener à imaginer la solution du travail de demain. Vous êtes sur un territoire, c'est le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, deuxième pôle économique d'Île-de-France, beaucoup d'acteurs hein, autour de vous, notamment dans le secteur de l'automobile, des startups, des PME, des ETI. Quel regard vous portez sur cet écosystème que vous avez autour de vous? Alors on a la chance, alors déjà le Technocentre dans sa surface, c'est quasiment grand comme la Défense. Donc on voit bien l'impact que ça peut avoir, y compris d'ailleurs en matière d'environnement. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'engage personnellement. C'est également protéger notre environnement, mais également vis-à-vis des citoyens autour de nous. C'est également maintenir des relations importantes avec tout l'écosystème, puisqu'on peut, comme vous le disiez, trouver des partenaires autour de nous. Et en premier lieu, évidemment, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec laquelle mon prédécesseur avait beaucoup de contacts et avec laquelle je vais maintenir cette relation de proximité. La mairie de Guyancourt, bien sûr, puisque beaucoup de nos salariés peuvent être également des habitants des villes environnantes, y compris Guyancourt. Donc c'est très important en fait de nourrir ces relations et partager en fait le possible et développer finalement un tissu économique qui pour nous est important. Merci Hélène Tavier. De rien. Directrice des établissements Renault et directrice du Technocentre Renault de Guyancourt. Mercredi, jour de sortie au cinéma. Si l'activité reprend doucement dans les Yvelines, de nouveaux films continuent tout de même à paraître et les équipes n'hésitent pas à venir à la rencontre du public. Dimanche dernier, les deux réalisateurs de Tout simplement Noir, dans les salles depuis la semaine dernière, venaient défendre leur long métrage à l'UGC Ciné-Cité SkyWest. Le reportage de Mélanie Poquet. Le contexte sanitaire a repoussé la sortie de leur film, mais pas la rencontre avec le public. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit là. Ça marche. C'est une initiative de dingue. Tout simplement Noir raconte l'histoire de Jean Pascal, un comédien qui veut lancer une marche composée uniquement d'hommes noirs. Il est au cœur d'un documentaire, un documentaire fictif. On voulait vraiment ancrer le truc dans une réalité, on voulait que ça paraisse vrai, quoi. Parce que voilà, le truc qu'on décrit, il est très actuel, donc le documentaire permettait d'en faire quelque chose de plus réel. Le film, il a un message assez universel. C'est une comédie qui essaye de décrypter pas mal de choses. Et comme le fond, il est assez universel, on essaie juste de montrer que voilà, il n'y a pas réellement de communauté. Le fait d'être noir ne fait pas de nous une communauté. Et être noir, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le projet, pensé depuis 2015, rassemble un grand nombre de célébrités, un parti pris plein d'autodérision qui trouve un écho particulier en pleine affaire George Floyd et Adama Traoré. J'avais déjà ces questionnements-là et le fait que avec les événements qui sont passés, ça arrive au moment de la sortie, ça veut dire que c'est d'autant plus d'actualité et c'était un film nécessaire. 80% qui était écrit et bien sûr quand on a des mecs comme Farid, Jonathan Cohen, Ramzy, Fabrice Eboué, on est très preneur de tout ce qu'ils peuvent nous donner en comédie, donc ouais, c'est même ça qu'on allait chercher, donc il fallait laisser une part d'improvisation. Ouais. Sorti le 8 juillet dernier, le film est premier du box-office en France avec plus de 180 000 entrées. Cette campagne à présent lancée par la SNCF, #C'est pas loin en train, est une opération pour relancer le tourisme en Île-de-France. L'idée, permettre aux franciliens qui ne partent pas en vacances de se rendre à une série de destinations accessibles depuis les gares de la région. Des escapades thématiques à faire à pied ou à vélo qui sont proposées sur le site du Transilien. Redécouvrir le château de Versailles et ses environs, flâner le long de la Seine ou encore aller se balader en forêt. C'est pas loin en train se déroule tout l'été. Dans le château Chanorier à Croissy-sur-Seine, trapèze et jonglage étaient au rendez-vous. Alexandra Bouglione, issue de la célèbre famille du cirque, proposait un stage dans sa discipline pour les enfants de 4 à 13 ans. Retour sur cette semaine de stage avec Manon Varaldo. Âgés de 5 à 13 ans, ces enfants apprivoisent le monde du cirque, équilibre sur le fil, échasse, mais aussi acrobatie sur la boule ou au sol. On lève les fesses et on roule. J'ai fait la boule, on a fait le clown, on a fait les tire-ficelles, on a fait la galipette. Des contorsions étaient au programme avec des noms pour chaque figure. C'est amer.
Ce stage est organisé par Alexandra Bouglione, issue d'une célèbre famille de cirque traditionnel. Elle fait découvrir aux enfants son univers. Le stage de cirque, nous le proposons depuis 7 ans maintenant, depuis 2013. C'est un stage pluridisciplinaire de cirque. On a adapté évidemment le stage à ce contexte si particulier et en même temps ça nous a permis de travailler, de faire d'autres apprentissages, d'autres techniques, en groupe peut-être plus restreint. Dans l'atelier installé dans l'auditorium municipal, les tables sont espacées pour respecter la distance d'1 mètre et un lot de crayons est attribué à chaque enfant. Ils œuvrent sur un dessin réalisé par Henri de Toulouse-Lautrec, tiré de l'album Au cirque, chevaux en liberté. Nous, ici, l'objectif, c'est plutôt de s'inscrire dans la complémentarité, de proposer une approche du cirque qui va plus être axée sur l'art, et notamment l'histoire de l'art. 20 enfants participent à ces ateliers, encadrés notamment par Vladik. Après une carrière dans le cirque, il a décidé d'enseigner. Les enfants, choisissez dans votre tête quelle petite scénette vous voulez faire. Il y a tout quoi dans le cirque, il y a l'émotion, il y a la prise de risque, il y a le dépassement de soi, il y a la solidarité. C'est vraiment une très bonne école, c'est des valeurs qui sont beaucoup recherchées avec la vie moderne. Le coût de cette semaine, 180 € par enfant. Prochain stage durant les vacances de la Toussaint. Et puis à Villepreux, une habitante de la commune va participer au Raid Amazon, une compétition 100% féminine avec des épreuves de tir à l'arc, de course à pied ou encore de canoë. Pour réussir son aventure, Camille Brunet enchaîne les sessions de sport. Mickaël Elmidoro l'a suivi. Séance de tir à l'arc aujourd'hui à Villepreux pour Camille. Cette mère de 2 enfants de 38 ans veut se perfectionner pour participer en fin d'année au Raid des Amazones. Cette compétition 100% féminine créée en 2001 réunira en décembre 270 femmes en Thaïlande avec au programme des épreuves sportives. C'est un rêve déjà, dans l'idée de se dépasser un peu, de vivre une aventure épanouissante, enfin voilà, sortir un petit peu de notre routine, de sa zone de confort. C'est du challenge, il y a l'aspect voyage qui est important. Camille ne partira pas seule en Asie, la Villepreuzienne partagera cette aventure avec son amie Émilie, 33 ans, résidente du Puy-de-Dôme. On s'entend très très bien, après la distance nous sépare quand même parce qu'Émilie elle vit à Clermont-Ferrand et puis moi j'ai été amenée à emménager en région parisienne, mais on se connaît depuis une quinzaine d'années maintenant, on est amis et voilà, c'est l'entente parfaite. Pour réussir à performer le jour J, la Villepreuzienne veut associer cette entente parfaite à un programme sportif rigoureux. Elle peut s'entraîner jusqu'à 6 fois par semaine. Hier, alors c'est un peu exceptionnel, hein, mais j'ai fait un triathlon, j'ai fait 72 flèches de tir à l'arc, j'ai fait 6 km 300 de course à pied, j'ai enchaîné avec 12 km de vélo. C'est assez exceptionnel pour moi. Malgré tout, ce qui est important, pour s'entraîner, pour se préparer à ce raid, c'est d'arriver à enchaîner des séances de sport quotidiennement sur plusieurs jours consécutifs. Avec ses entraînements, Camille espère pouvoir tenir physiquement sur les 6 jours de course et pourquoi pas terminer le plus haut possible ce raid avec sa coéquipière. Un mot de boxe avant de vous laisser. Ahmed El Moussaoui s'est imposé ce week-end à Düsseldorf en Allemagne. Le sportif originaire de La Verrière a remporté son combat contre Sergei Wotschel. L'Allemand a abandonné à la 2e reprise. L'Yvelinois totalise désormais 33 victoires, 3 défaites et 1 nul. Il espère se lancer d'ici la fin 2021 vers un titre mondial. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.